Bonsoir. Je suis enchantée de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à notre 9e édition de ma thèse en 180 secondes à l'Université de Genève. C'est sans aucun doute un de mes événements préférés. Ce moment où on écoute les étudiantes et les étudiants tenter d'expliquer leur sujet de recherche, souvent très complexe, en le rendant accessible à toutes et à tous, tout en essayant de transmettre et partager également leur passion pour cette recherche et d'expliquer pourquoi elle est si pertinente. Et il faut le dire, c'est un véritable tour de force de réussir à faire tout cela juste en 180 secondes. C'est évidemment aussi le fruit d'un travail considérable. Pour s'y préparer, les étudiants et étudiantes participent à des ateliers d'improvisation théâtrale, à des formations sur la communication, à des sessions de coaching individuel, à une répétition, à une pré-finale, et les voilà ici ce soir pour la finale. L'Université de Genève offre tout ce soutien aux étudiantes et étudiants qui s'engagent pour ce projet, tant nous sommes convaincus de l'importance de la communication. En participant à cet événement, non seulement les étudiantes et étudiants montrent leur capacité à s'investir dans un projet et deviennent des expertes et experts en communication, mais au travers de leur préparation, ils et elles apprennent à connaître leurs pairs dans les différentes facultés de l'université et ils découvrent les diversités de thématiques de recherche passionnantes qui s'y fait. Ils créent des liens de réseautage qui resteront et leur seront utiles tout au cours de leur carrière, quelle qu'elle soit. Nous avons reçu déjà divers témoignages d'étudiantes et étudiants qui ont participé à cet événement et pour lesquels leur participation a contribué très directement à leur obtention d'une bourse ou d'un emploi. Il faut le dire, à travers leur présentation, les étudiantes et étudiants vous présentent aussi l'université dans sa diversité d'expertise. Ce sont donc aussi nos ambassadeurs et ambassadrices. Chères étudiantes et chers étudiants, je vous félicite et je vous remercie pour votre engagement. Ce concours existe en Suisse depuis 2016 et en francophonie depuis 2013 et nous avons eu à l'Université de Genève pas moins de 122 doctorantes et doctorants de toutes les facultés qui y ont participé. Le principe de ce concours est pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a un concours local qui donne accès à une finale nationale, qui à son tour donne accès à une finale internationale. Pour cette année 2025, la finale nationale sera le 22 mai à l'Université de Neuchâtel. Nous sommes très fiers de nos candidates et candidats de l'Université de Genève, puisque nous avons gagné la finale suisse en 2017, puis obtenu la 3e place en finale internationale grâce à la magnifique performance de Sarah Olivier de la Faculté des Lettres. Et en 2023, c'est Fabien Caruso de la Faculté de Médecine qui a gagné la finale nationale. Pour cet événement à l'Université de Genève, nous avons la chance d'avoir un partenaire fidèle qui nous accompagne depuis plusieurs années, Les Bancs Bleus, ce qui nous permet de visibiliser le travail des étudiantes et étudiants au-delà des murs de cet auditoire U600 à Unis-du-Four. Cette année, c'est le journaliste Raphaël Pacheco qui va modérer la soirée et je le remercie beaucoup pour son engagement et son soutien. Nous avons aussi un jury qui va évaluer les performances et notre jury cette année se compose de Stéphanie Jacquet, une journaliste scientifique à la RTS, Marcelo Olaereaga, professeur à la Faculté d'économie et de management de l'Université de Genève, Sean Power, président de l'Association genevoise des écoles privées, Katinka Salzman, chercheuse spécialiste en art, oratoire et dramaturge, lauréate du premier prix du jury à la finale 2024 de l'Université de Genève, et finalement Anne Verham, professeure d'astrophysique à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement. Et voilà, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Raphaël Pacheco. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice. Et bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour cette nouvelle édition de ma thèse en 180 secondes. Ce sont 11 doctorants et doctorantes qui se présenteront face à vous, cher public. Parmi ces performances, vous pourrez voter pour élire la meilleure prestation de la soirée avec ce fameux prix du public. Pour cela, rien de plus simple, vous avez reçu normalement un programme en papier sur lequel se trouve un QR code. Ouvrez-le avec votre téléphone et votez pour votre candidat ou candidate préféré. Les autres prix
de cette soirée sont eux décernés par le jury dont j'invite les membres à me rejoindre sur scène. On peut déjà les applaudir. Venez seulement, venez seulement. Alors un mot chacun, chacune. Je débute par vous. Stéphanie Jacquet, vous êtes journaliste scientifique à la RTS. Vous vous adonnez tout particulièrement à la vulgarisation dans votre métier. À quoi serez-vous attentif ce soir ? Voir si je comprends quelque chose, parce que ça c'est très important de comprendre les sujets des thèses. D'ailleurs, je suis déjà très admirative que ces gens aient fait des thèses. Moi, je m'étais arrêtée au mémoire, donc c'est déjà formidable de réussir à faire une thèse qui souvent est très volumineuse. Donc si j'arrive à comprendre le sujet, de quoi ça parle et que ça m'intéresse, voilà, je serais très contente. Génial, c'est un beau début. À vos côtés, Marcelo Larreaga, professeur d'économie à l'Université de Genève depuis 2007. Vous êtes d'ailleurs passé par la case doctorat ici même à l'Unige. Que voulez-vous dire aux 11 finalistes de ce soir ? Que j'aurais aimé pouvoir être à leur place, ça n'existait pas, c'était il y a 40 ans. Donc le concours n'existait pas, il a commencé en 2016, comme la vice-rectrice l'a signalé, et que c'est un exercice magnifique, qu'on a dû l'apprendre à la dure 40 ans en arrière, mais cet exercice d'essayer de résumer 3, 4, 5 ans de travail en 180 secondes est formidable et il va vous aider tout au long de votre carrière. Merci beaucoup. À vos côtés, approchez-vous. Sean Power, président de l'association Genevoise des écoles privées. Vous connaissez très bien le domaine académique. Sur quoi vous baserez-vous ce soir pour établir votre podium ? Je pense tout d'abord, comme ma collègue, de pouvoir comprendre quelque chose. Je suis en pleine admiration. J'avais la plénière des enseignants hier, donc j'ai essayé de synthétiser en 3 minutes un point de l'ordre du jour. J'ai raté complètement. Donc voilà, je suis en pleine admiration des gens qui ont soulevé ce défi. Nos finalistes feront certainement mieux. Je me tourne vers vous, Katinka Salzman. Vous souvenez-vous d'abord de ce rond rouge ? Oh oui, je m'en souviens, ouais. Oui. Avec beaucoup d'émotion, de joie. Ouais. Vous vous en souvenez très certainement, puisque Katinka Salzman est ni plus ni moins la lauréate du premier prix du jury l'an dernier. Vous passez de l'autre côté ce soir comme membre de ce jury. Quelle est la clé pour ces 11 finalistes, selon vous ? La clé du succès ? Oui. L'authenticité, je pense. L'authenticité et quand même, on ne va pas se mentir, la maîtrise du chrono. Parce que voilà, il n'y a pas photo. Enfin, le chrono, c'est le chrono. Moi, je me souviens que c'était vraiment ma plus grande peur de dépasser ce chrono. Et j'avais tellement répété, je savais à la virgule près quand est-ce que je prenais ma respiration pour vraiment, genre que chaque seconde qui passait, je savais où j'en étais, quoi. C'était millimétré. Génial. Le message est passé pour nos 11 finalistes. Dites-moi. Juste, je profite pour vraiment faire passer un immense merde à tous les finalistes. Je suis full empathie avec vous, genre go, go, go. Et enfin, dernière membre de ce jury, Anne Verham, professeure astrophysicienne. Votre dada, vous, c'est la recherche, la vulgarisation, la transmission des connaissances. Quel sera le ou les facteurs qui vous aideront à faire votre choix ce soir ? La passion, je crois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens transmettre leur envie de faire des découvertes, de comprendre. Voilà. Bonne Génial. Chance à tous. Merci. Merci à tous les 5. Je vous laisse regagner votre place. On compte sur vous pour décerner ces fameux prix du jury. Et d'ici quelques minutes, nous démarrerons le direct sur l'aimant bleu, 19h00. Alors ici, dans la salle, exceptionnellement, n'éteignez pas vos téléphones car vous en aurez besoin pour voter. Seulement, mettez-les en silencieux pour éviter toute sonnerie bruyante. Et enfin, durant toute cette soirée, petite consigne, je compte sur vous pour faire des tonnerres d'applaudissements à chaque montée de candidats, lauréats remettant, à chaque fin de prestation. Mettez de l'ambiance, scandez leur nom, encouragez finalement nos finalistes, ils et elles le méritent amplement. Merci pour votre présence et je vous dis à tout de suite. Bonsoir, quel plaisir de partager avec vous
cette 9e édition de cette finale genevoise de ma thèse en 180 secondes ici à l'Université de Genève. Ce soir, 11 doctorants et doctorantes relèvent le défi de vous passionner pour leur sujet de thèse. Ils auront 3 petites minutes chacune pour convaincre le jury, mais aussi vous convaincre vous, cher public, ici réunis à Uni Dufour et chers téléspectateurs, devant votre écran. Un discours, une scène et une image. Ma thèse en 180 secondes, c'est parti. Je vous le disais, mesdames et messieurs, 11 prestations à venir, 11 sujets de thèse totalement distincts dans des domaines et des facultés différentes. C'est aussi ça la richesse et la diversité de l'Université de Genève. Dans quelques instants, la première performance de cette grande soirée au cours de laquelle 2 prix différents seront attribués. D'une part, un jury aura la lourde tâche d'établir son classement des 3 meilleures prestations. Permettez-moi de vous présenter ses membres. Nous avons Stéphanie Jacquet, journaliste scientifique à la RTS, Marcelo Olareaga, professeur d'économie à l'Université de Genève, Sean Power, président de l'Association genevoise des écoles privées, Katinka Salzman, chercheuse et lauréate ici même en 2024 du premier prix du jury lors de la finale genevoise de ma thèse, et enfin Anne Verham, professeure d'astrophysique à la faculté des sciences. Et d'autre part, devant votre écran, chez vous, mais aussi ici à Uni Dufour, vous aurez également un rôle décisif en attribuant le prix du public. Pour cela, chaque finaliste est doté d'un numéro. Afin de voter pour votre candidat ou candidate préféré, il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche à l'écran ou celui qui se présente derrière moi pour les spectateurs et spectatrices dans la salle. Et rien qu'après cette petite minute d'introduction, j'imagine que la pression est montée du côté de nos 11 finalistes. On peut d'ores et déjà les applaudir et les motiver. Et maintenant que tout est prêt pour débuter, le premier candidat s'apprête à nous rejoindre. Clément David nous vient de la faculté de médecine et travaille sur les virus. Découvrons son portrait et droit derrière sa performance. Nous sommes en guerre, les antibiotiques ne sont plus efficaces, mais on va gagner. Moi c'est Clément, doctorant à la faculté de médecine. Je travaille sur la résistance aux antibiotiques dans les bactéries et mon but c'est de trouver des traitements alternatifs aux antibiotiques. Quasiment tous les antibiotiques qu'on utilise, il y a une résistance qui est présente dans les bactéries. C'est un problème actuel qui touche de plus en plus de monde, notamment dans les hôpitaux. C'est extrêmement compliqué. C'est un petit peu comme s'il y avait une course à l'armement entre nous et les bactéries. La société nous donne en fait les moyens de faire de la recherche. Je trouve que c'est important de lui montrer aussi qu'il y a des retombées derrière. Je suis quelqu'un d'assez posé, j'aime bien raconter des histoires. Souvent les gens nous demandent ce qu'on fait dans la vie. Je trouve que là c'est vraiment une bonne opportunité de tout simplifier et de le montrer à vraiment un gros panel de gens d'un seul coup. Présenter devant plusieurs centaines de personnes, c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Un message adressé au public. Pensez-y à 2 fois avant d'utiliser des antibiotiques. Pensez-y à 2 fois. Savez-vous qu'une étourderie a mené à l'une des plus grandes découvertes de la médecine moderne ? Notre histoire prend place au Royaume-Uni en 1928 et le chercheur Alexander Fleming revient de vacances et découvre sur son établi qu'il avait oublié de jeter ses cultures de bactéries. Et la surprise, aucune bactérie n'a poussé, hormis un champignon en plein milieu. Alexander Fleming ne le sait pas encore, mais il vient de découvrir le premier antibiotique moderne, la pénicilline. Jackpot pour les entreprises pharmaceutiques, car champignons et bactéries leur permettent d'isoler de nombreux antibiotiques qu'elles vont pouvoir concentrer dans des petites gélules à avaler afin de tuer les bactéries infectieuses. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça marche. Mais tout n'est pas simple, car les bactéries ont évolué et sont devenues résistantes à ces antibiotiques. Comment ? Lors d'un traitement, elles sont capables de se cacher des antibiotiques, voire même de les détruire. Et cela est un très gros problème chez les patients à l'hôpital, car souvent chez ces personnes,
il n'y a plus de système immunitaire efficace pour les protéger face aux infections. Rien qu'en 2019, les bactéries résistantes aux antibiotiques étaient liées à 5 millions de morts. Et cela n'est pas près de s'arrêter, car certains estiment même jusqu'à 10 millions de morts par an d'ici 2050. Nous sommes donc à l'aube d'une crise sanitaire silencieuse, où les antibiotiques échouent et les bactéries gagnent du terrain. Mais c'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui, car j'étudie cette résistance aux antibiotiques dans les bactéries, afin de développer des traitements pour contourner cette résistance. Et j'ai avec moi des alliés de taille. Ce sont les bactériophages, des virus qui ont une morphologie parfaitement adaptée pour tuer les bactéries. Ils sont composés d'une tête, d'un tronc et de petites pattes qui leur servent à agripper les bactéries afin de les tuer. Vu que ce sont des virus, ils ne sont pas soumis à la résistance dans les bactéries comme le sont les antibiotiques. Ainsi, sur mon établi, j'isole les bactéries infectieuses d'intestins malades, puis j'identifie comment le système immunitaire synergise avec les bactériophages pour tuer ces bactéries. Je mets bactéries et bactériophages dans des intestins de souris, puis j'enclenche une réponse immunitaire avec des stimulations immunologiques ou chimiques afin d'activer les cellules immunitaires. Après un certain temps, je regarde la quantité de bactéries survivantes dans les intestins. Grâce à cette approche, j'ai ainsi pu trouver que certaines stimulations immunologiques pouvaient booster les bactériophages à tuer ces mauvaises bactéries. Alors, jackpot numéro 2, car cela offre de nouvelles possibilités pour des thérapies. Morale de l'histoire, Fleming a eu son champignon, mais aujourd'hui c'est avec des virus que nous devons écrire l'ère de demain. Car attendre un oubli génial, c'est un petit peu risqué, vous ne trouvez pas ? Merci Clément, merci. Quelle prestation, quelle manière de lancer cette soirée. Et je vous propose tout de suite de prendre un peu de hauteur et de partir dans le cosmos avec Sveva Castello. Comment pouvons-nous mesurer 180 secondes? Je m'appelle Sveva, j'ai 27 ans, je suis italienne et mon sujet est l'étude de l'univers à très grande échelle, la cosmologie. La physique est un peu une forme de philosophie de la nature. Avec la cosmologie, on a une méthode scientifique qu'on utilise pour répondre à des questions incroyables sur l'univers. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Et cela, c'est fascinant. J'ai vraiment pour apprécier tous les enseignements qu'on a eus en termes de comment se présenter en public et aussi de pouvoir condenser notre thèse dans une histoire, dans une manière créative et de regarder notre sujet dans un angle différent. Et cela, c'est très enrichissant. Et c'est aussi une manière de redonner quelque chose à Genève. Je m'imagine comme si quelqu'un dans la rue me demandait « Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 4 ans en Suisse ?» Et là, il y a ma réponse. Si vous avez peut-être envie que le temps passe plus vite ou moins vite, en fait, c'est un peu ça le sujet de ma thèse. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. En embrassant la personne qu'on aime ou en regardant l'horloge de MT180 qui tourne. Qui n'a jamais rêvé de ralentir le temps? Eh bien, en tant que physicienne, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. C'est possible. Mais comment? Il s'agit d'une prédiction d'Einstein. On peut s'imaginer l'univers comme une immense duvet, déformée par des objets massifs comme nous-mêmes, la Terre, les étoiles et les galaxies. Ces déformations concernent soit l'espace, soit le temps. Donc, une horloge plongée au fond de cette déformation va tourner plus lentement qu'une autre au milieu du vide cosmique. Mais voici donc en Suisse, pays des montres, pour écrire une thèse sur la distorsion du temps. C'est un effet très petit, mais bien réel. Sans en tenir compte, les GPS seraient erronés. Mais si la distorsion du temps n'était pas exactement telle qu'Einstein a prédit, peut-être cela pourrait nous aider à résoudre certaines des plus grandes questions ouvertes dans notre univers. Comme par exemple, pourquoi observons-nous les galaxies s'éloigner de nous de plus en plus vite, alors que la gravité est attractive? Et c'est un signe que la fabuleuse théorie de la gravité d'Einstein a des failles.
Pour essayer de répondre à ces questions, dans ma thèse, j'ai étudié la distorsion du temps aux plus grandes échelles possibles, en utilisant des galaxies situées à des milliards d'années-lumière de distance. Bien sûr, on ne peut pas y envoyer des montres, mais on peut mesurer la distorsion du temps à ces échelles en regardant son impact sur la lumière. Imaginez la lumière comme une onde qui se propage à travers notre tissu cosmique déformé. L'onde lumineuse émise par une galaxie au fond de sa déformation va être étirée en sortant et elle va changer de couleur. Plus une onde est étirée, plus elle devient rouge. Donc, en mesurant les rougissements de la lumière, on peut réellement mesurer la distorsion du temps. Dans ma thèse, j'ai montré que grâce à de nouveaux télescopes et satellites, on va pouvoir effectuer cette mesure dans les prochaines années et l'utiliser pour tester les lois fondamentales de la gravité dans les prochaines années, en comparant la mesure avec la prédiction d'Einstein. Le temps seul nous en dévoilera les conséquences. Et en attendant, après avoir écrit des centaines de pages d'encre, de mots et d'équations sur le temps, j'ai bien appris à apprécier sa nature insaisissable, qui est toujours hors de portée de chaque horloge face à l'immensité du cosmos. Bravo Sveva, bravo, merci beaucoup. Et du cosmos à nos magnifiques paysages suisses, il n'y a parfois qu'un pas. Si, je vous le promets. On accueille Nicolas Defélis. Les préoccupations liées à l'environnement ne datent pas du XXIe siècle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien des gens y pensaient déjà et écrivaient là-dessus au XVIIIe et au XIXe siècle. Je m'appelle Nicolas Defélis. Je travaille donc actuellement sur la façon dont les Suisses de l'époque percevaient le paysage et l'environnement dans leurs écrits personnels. Je suis moi-même sensibilisé à ces questions et donc je pense intéressant de réfléchir comment est-ce que les préoccupations écologiques étaient autrefois. Être capable de vulgariser son sujet, c'est quelque chose que je trouve intéressant, donc je voulais participer à ce concours. C'est une expérience très enrichissante et je pense que toute personne qui fait un doctorat pourrait y trouver un intérêt. Parfois on est critiqué au sens où on ne sert pas à grand chose et là j'aimerais justement pouvoir prouver que ce n'est pas le cas, de loin pas, et que non seulement on apporte beaucoup et que le domaine académique a beaucoup à offrir. La grande histoire se construit toujours à partir d'une myriade de petites histoires. Chaque individu contribue à son niveau aux principales évolutions de ce monde. Vous, comme moi. Prenons l'exemple de l'écologie, un sujet d'actualité au XXIe siècle. C'est une thématique globale, mais chacun et chacune l'appréhende de manière unique. C'est précisément ce qui m'intéresse dans ma thèse. Comment la perception de l'environnement naturel a évolué en Suisse entre 1750 et 1830. Pourquoi ces dates ? Parce qu'elles correspondent à une période de profonds bouleversements, tant au niveau politique, c'est le temps des révolutions, que socio-économique, ce sont les tout débuts de l'industrialisation. Pour me rapprocher au plus près du secret des cœurs, j'étudie dans les archives les égo-documents. C'est comme ça qu'on appelle les écrits personnels privés, comme des journaux intimes, des récits de voyage ou des livres de contes. Dans ces sources, les gens parlent surtout de santé, d'amour et d'argent, mais aussi des montagnes, des lacs et des rivières, et du climat. Grâce à cette remontée dans le temps, je peux mesurer ce qui a changé de ce qui perdure. Par exemple, à l'époque, ce n'est pas le réchauffement climatique qui inquiète, mais au contraire, c'est le refroidissement du climat. Et on considère que l'exploitation des ressources naturelles est une bonne chose, un signe de progrès. En même temps, c'est aussi à cette période qu'on insiste sur l'importance de préserver le paysage, notamment les Alpes,
qu'on juge exceptionnelle. Ce voyage à travers les siècles m'a permis de constater une chose, c'est que la nature n'est jamais neutre. Les réflexions sur l'environnement reflètent toujours les convictions politiques et morales de celles et ceux qui écrivent. Quel que soit leur genre, leur confession, leur langue ou leur profession, les hommes et les femmes d'autrefois expriment leur vision du monde à travers la nature. Ça vaut pour l'époque, ça vaut encore aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'écologie avant l'heure, ce serait anachronique. Mais il faut bien garder à l'esprit que les réflexions sur l'environnement ont une longue histoire et que les représentations d'autrefois influencent encore nos imaginaires aujourd'hui. Alors pensez-y, si vous tenez un journal intime ou que vous prenez des notes lors de vos voyages, les historiens et les historiennes du futur vous seront très reconnaissants. Merci. Merci Nicolas. On attend le gong, évidemment. Place au calcium à présent avec Raphaël Néré. Grâce à ma recherche, potentiellement, de nouveaux traitements pourraient voir le jour. Je suis Raphaël Néré et je travaille sur l'activation de certains globules blancs pour lutter contre des infections. Dès le lycée, je savais que je voulais faire de la science et au fur et à mesure des années, ça s'est précisé vers la biologie. J'aime à la fois le côté très fondamental, quasiment physico-chimique, et aussi le côté très utile, plutôt côté santé. Si je participe à ma thèse en 180 secondes, c'est à la fois un défi personnel de présenter devant une telle audience mes recherches, de vulgariser aussi mes recherches qui parfois peuvent un petit peu être nébuleuses ou pas très claires pour le grand public. Et l'idée, c'est aussi de permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe dans les laboratoires de Genève. Ça reste un super exercice de pouvoir communiquer à tout le monde un petit peu ce qu'on fait, et ça nous sort aussi un petit peu de notre bulle. Si un prix tombe, ce sera avec grand plaisir, mais sinon c'est pas grave du tout. Rien que tout le processus qui m'a mené jusqu'ici, c'est déjà un grand plaisir. Et si je vous disais qu'au cœur de votre thorax se trouve la clé pour combattre toutes les maladies qui ont existé, qui existent et même qui vont exister? C'est possible, grâce à une armée qui veille en permanence sur votre corps, votre système immunitaire. Comme toutes les armées, il possède des camps d'entraînement. L'un de ces camps, le thymus, se trouve juste ici, derrière votre sternum. Pas plus gros que votre poing, cet organe est le centre d'entraînement des soldats d'élite de cette armée, les lymphocytes T. Leur entraînement repose sur 2 règles fondamentales: ne pas s'attaquer à soi-même et savoir reconnaître l'ennemi. Combattre une maladie, c'est un petit peu comme ouvrir une serrure avec une clé. Chaque lymphocyte va posséder une clé unique, spécifique à un envahisseur donné. Le thymus est donc une immense réserve où ces clés sont préparées et rangées avec grand soin. Mais il y a un problème. Les microbes, eux, sont extrêmement nombreux et leur croissance est exponentielle. Un seul lymphocyte avec la bonne clé n'est donc pas suffisant pour stopper l'invasion. C'est ici que ma thèse entre en jeu. Lorsqu'un lymphocyte détecte un envahisseur, il doit se multiplier en urgence afin de constituer une armée capable de défendre l'organisme. Cet ordre de multiplication est donné par une immense entrée de calcium dans la cellule, un signal essentiel orchestré par des protéines spécialisées qui doivent être au bon endroit, au bon moment. Un problème se pose. Comment voir ces protéines en action? Un lymphocyte est un petit peu comme cette salle, plongée dans l'obscurité. Si je demande à vous ou à vous d'allumer la lampe de votre téléphone, de me illuminer avec, je pourrais alors suivre vos déplacements, et ce, malgré la pénombre. C'est exactement ce que nous faisons avec la microscopie. Nous marquons ces protéines spéciales avec une lumière et nous les regardons se déplacer dans la cellule. En parallèle, nous utilisons des outils biochimiques qui vont agir comme des détecteurs de métaux, nous permettant de dire si le petit bout de gras va être ajouté ou non sur la protéine. Grâce à ces techniques, nous pouvons déterminer comment ces protéines vont être au bon endroit, au bon moment. J'ai découvert
que ce petit bout de gras va agir comme un timbre-poste. Il va permettre l'envoi de ces protéines au bon endroit, au moment adéquat. Si ce marquage échoue ou si jamais il a lieu au mauvais moment, les protéines ne rejoignent plus leur poste, le calcium ne rentre plus correctement dans la cellule et le lymphocyte reste inactif, et ce, même en pleine attaque. Mes découvertes ouvrent ainsi de nouvelles perspectives thérapeutiques. En modulant cet ajout de petits bouts de gras, nous pourrons réveiller les systèmes immunitaires endormis et renforcer nos défenses contre les pathogènes les plus redoutables. Au final, dans la lutte permanente entre notre système immunitaire et les pathogènes, tout se joue à ce petit bout de gras. Merci Raphaël. Sur le gong, mission accomplie. Mission accomplie. Et promis, je bosserai mes défenses immunitaires. On s'intéresse à présent aux émotions et pas n'importe lesquelles, celles des policiers genevois avec Séolane Bouchoucha. Pour mieux comprendre comment les policiers réagissent, j'ai utilisé la réalité virtuelle. Je m'appelle Séolane Bouchoucha, j'ai 38 ans, je suis psychologue. J'ai entamé une thèse qui traite de l'influence des émotions sur la prise de décision chez les policiers. J'ai enseigné la psychologie policière à l'école de police de Savatan et j'étais intéressée à comprendre comment est-ce que les policiers pouvaient finalement gérer plusieurs contraintes. J'avais l'impression que c'était une évaluation qui était assez complexe. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de un peu creuser ce sujet. J'ai pas souvent l'occasion de pouvoir expliquer mon travail, donc pour moi c'était un exercice et de vulgarisation, ce sur quoi je travaille depuis 6 ans. Mon message au public, ce serait d'écouter ces 180 secondes avec une certaine ouverture au paradoxe qu'est le travail policier et la réalité aussi des citoyens quand ils sont confrontés à eux. C'est pas forcément évident pour les uns les autres, donc voilà, d'avoir une certaine ouverture et sensibilité. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Cette citation illustre un aspect fondamental de ma thèse, la place des émotions dans la relation entre citoyens et forces de l'ordre, et en particulier lorsqu'il y a un potentiel usage de la force. Très médiatisées, ces situations ne sont pas anodines. Et en effet, la recherche a démontré que les émotions ressenties par les citoyens étaient le principal prédicteur de la propension à respecter et à coopérer avec la police, ou pas. Autrement dit, la manière dont les citoyens se sentent traités influence fortement le sentiment de justice, le risque d'escalade de conflits et de récidive. De l'autre côté, les policiers qui, sous l'uniforme, sont des êtres humains comme vous et moi, font face à de l'agressivité, s'exposent à des dangers et enchaînent les interventions dans des contextes stressants qui ne laissent place à aucune erreur de jugement. Au contraire, il est attendu d'eux qu'ils interviennent lors de chaque situation comme si rien ne pouvait les impacter. Alors qu'on le sait bien, la prise de décision policière est terriblement complexe et pourrait s'apparenter à une sorte de descente à ski dans des conditions météorologiques capricieuses. Imaginez, sous la pression du public, les policiers slaloment entre les obstacles et adaptent la vitesse à la visibilité. Ils tentent d'éviter les collisions et les risques d'avalanche et une fois arrivés en bas, ils doivent rapidement remonter pour redescendre et refaire une course avec le même degré de précision. Bref, pour mieux comprendre comment les émotions impactaient la prise de décision policière, nous avons développé des environnements en réalité virtuelle permettant d'immerger des policiers face à des citoyens représentant différents niveaux de résistance et de menaces. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les policiers avec de bonnes capacités à reconnaître les émotions d'autrui ont fait preuve de moins d'agressivité, avaient un usage de la force plus proportionné et avaient également un ton de voix plus posé. À l'inverse, les situations perçues comme stressantes, ambiguës ou surprenantes ont donné lieu à un usage de la force qui était parfois trop de force et parfois pas assez, ce qui est également un problème en matière de sécurité.
Bref, de ce que je retiens de ces années de thèse, c'est que les émotions ne sont pas des obstacles, au contraire, que ce sont des moyens d'améliorer la prise de décision policière, mais également de renforcer la confiance citoyenne. Je retiens également que les soft skills ne sont pas suffisamment entraînés dans la formation policière. Et enfin, que les émotions des policiers les aident à garder le cœur chaud et la tête froide le plus longtemps possible. Merci, merci Céolane, merci. Passons maintenant à l'inégalité d'accès aux soins avec Kayline Marcus. Avoir une couverture sanitaire qui nous permet d'aller voir un médecin, c'est un droit et pas un privilège. Je m'appelle Kay Marcus, je suis une doctorante et épidémiologiste. Je suis en train de faire ma thèse sur le sujet d'accès aux soins sous la couverture sanitaire universelle. La Chine a été déclarée comme un pays qui a atteint la couverture sanitaire universelle. Il y a une grande groupe de population qui ont une couverture qui ne donne pas du tout l'accès aux soins. C'est un problème qui est très peu connu ici en Suisse. C'est pour ça que j'ai voulu aussi participer à cette compétition. On partage plus de similitudes avec ces gens-là qu'on le pense. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des franchises qui les font hésiter de voir un médecin. J'aimerais bien illustrer le fait que c'est quelque chose qui doit toucher à tout le monde. Levez votre main, ceux qui viennent d'un village, d'une ville. Que diriez-vous si les personnes urbaines ont une couverture sanitaire supérieure à celle d'un village? Gardez cette idée en tête. Il y a quelques années, j'ai rencontré M. Wang dans un hôpital qui venait d'un village chinois. Comme il gagnait à peine assez pour nourrir sa famille, il a décidé de prendre un travail de construction en ville. Il louait un lit pour vivre et il travaillait plus de 80 heures par semaine. Il n'avait aucune protection sociale comme il travaillait au noir, mais Wang ne se plaignait pas. Depuis qu'il a dû travailler et en quittant son école primaire, c'était le meilleur salaire de sa vie. Wang rêvait de permettre à ses enfants de terminer leur étude et de mettre fin à cette vie dure qu'il a toujours connue. Un jour, il a un accident au travail. Il a besoin d'être hospitalisé, mais son employeur ne payait que la moitié de ses soins. Si Wang a obtenu un contrat de travail, il aurait eu droit à l'assurance pour les employés urbains et il aurait pu se faire rembourser ses frais médicaux. Mais vu qu'il est d'origine rurale sans contrat, son assurance rurale ne couvre rien en ville. Ayant perdu sa capacité de travail, Wang rentre dans son village sans emploi et son bras ne fonctionne plus comme avant. Je n'ai jamais revu Wang depuis. C'est une vraie histoire. Pour près de 300 millions de travailleurs migrants internes en Chine. Inspiré par les patients que j'ai rencontrés, le but de ma thèse est d'identifier les personnes qui ont souffert d'inégalités d'accès aux soins en Chine, un pays avec la couverture sanitaire universelle selon les Nations Unies. Pour ce faire, j'ai obtenu un échantillon de 1,2 million de travailleurs migrants pour suivre les évolutions de leur vulnérabilité. Après avoir tenu en compte de leur sexe, âge, région de résidence et l'année de travail entre 2009 et 2018, seulement 2 à 20% de travailleurs migrants ont obtenu une assurance urbaine et les travailleurs mineurs, ils ont 70% moins de chances à obtenir cette assurance obligatoire comparé aux adultes. Le manque d'éducation est le facteur principal à ce déséquilibre à cause d'un cycle vicieux du déséquilibre urbain-rural et de la pauvreté. Chez les personnes d'ethnicité minoritaire, 30% d'entre eux n'ont pas terminé leur école primaire et cette inégalité de soins pourrait être réduite d'au moins 20% s'ils pouvaient juste terminer leur étude obligatoire pour avoir un emploi aux conditions justes. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la technologie, de la science et des technologies et des innovations, mais ça a seulement du sens si nous avons l'égalité d'accès pour tous. Et c'est ça, l'objectif de ma thèse, c'est de travailler et de parler, prêter ma voix pour ceux qui sont obligés de travailler en silence.
Merci Kailine. Sur le gong, mission accomplie, je vous laisse regagner votre siège. Cher public, chers téléspectateurs, nous sommes à mi-chemin. Vous venez d'assister à 6 des 11 prestations de cette soirée. Et croyez-moi, je sais ce que vous vous dites et vous avez raison, ils sont bluffants. Applaudissons-les encore une fois. Alors avant une courte respiration, permettez-moi de vous rappeler votre rôle ici à Uni Dufour et chez vous derrière votre télévision. Votez pour le prix du public. Voyez ici les numéros attribués à chaque finaliste. Et avec ce QR code, on se quitte un bref instant et on revient pour la suite de cette finale genevoise de ma thèse en 180 secondes. De retour ici à Uni Dufour pour la finale genevoise de cette 9e édition de ma thèse en 180 secondes. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, votre présence est cruciale puisque vous avez un rôle décisif, rien que ça. Vous avez l'occasion de décerner le prix du public, bien sûr. Chaque finaliste est accompagné d'un numéro pour lequel il vous suffit de voter et élire ainsi votre gagnant ou gagnante de la soirée. Et alors après avoir vécu les 6 premières prestations, performances de la soirée, vous vous dites très certainement que c'est impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que cette finale représente l'aboutissement de plusieurs mois de dur labeur, de préparation. Et évidemment, nos doctorantes et doctorants ont été très bien accompagnés. Regardez. Fais-moi le signe quand tu es prêt. C'est parti. Je m'appelle Fabien Caruso, je suis chercheur en neurosciences à l'Université de Genève. J'ai participé déjà à cette compétition en 2023 et je suis arrivé jusqu'à la finale internationale. J'ai eu toujours un super bon contact avec les organisatrices ici à l'Université de Genève et c'est pour ça que quand l'ancien coach a déménagé à Londres, moi j'ai pu prendre sa place. C'est bien parce que tu mets les 3 petits points, il faut vraiment que les 3 petits points ils soient dans ton discours. En tant que coach, on vient ici pour dire non, là en fait, ce qu'on est en train d'expliquer, le mot, c'est un mot qui est très connu dans le domaine où la personne travaille. Par contre, dans le monde public, c'est un mot qui est complètement inconnu. Et donc, c'est essayer de trouver, d'avoir ce regard extérieur sur ce que nous disent les participants et les participantes, en disant, là, il faut faire attention, il faut expliquer un petit peu plus parce que la personne lambda du public non scientifique ne comprendra pas forcément. Un pas, t'arrêtes, un pas, t'arrêtes. Si tu as un déplacement, il faut le déplacer, quoi. Il faut y aller. J'ai fait énormément de théâtre quand j'étais plus jeune et du coup, j'apporte aussi un petit peu le côté comment faire une performance sur scène. Parce qu'on a envie de pouvoir prendre le public avec soi. Et pour ça, il faut réussir à faire des mouvements clairs, il ne faut pas trop bouger les mains, il ne faut pas trop bouger les pieds, il faut faire des déplacements qui sont précis. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis tu l'expliques vraiment bien en détail, qu'est-ce que tu fais et tout, et c'est cool. Il y a quelque chose de magnifique de voir les gens s'améliorer et de voir qu'ils travaillent dessus et puis qu'ils arrivent à trouver des façons de faire, des façons d'expliquer qui sont propres à elles-mêmes et qui résonnent avec les autres. C'est hyper bien, mais fais une petite pause là. Et la surprise, la difficulté pour moi, je pense, c'est de comment faire pour corriger un petit peu les soucis qui peuvent apparaître sans enlever l'authenticité des personnes. Le type de l'ancien candidat, je pense que ce que je dis le plus régulièrement, c'est de prendre une respiration avant de le faire. Parce que des fois, quand on se retrouve sur scène et qu'il y a tout ce public devant nous, on commence à être un petit peu tétanisé. Et donc de prendre une respiration tranquillement, de bien regarder le public pour dire « ces gens-là sont là pour moi ce soir, pour écouter ce que je vais dire ». C'est là qu'on prend le temps et qu'on se rend compte qu'en fait, on peut être tranquille, on peut se lâcher et prendre du plaisir. J'en profite pour remercier Fabien Caruso, l'ange gardien de nos finalistes, le mentor, lui qui avait gagné évidemment ce premier prix du jury en 2023. Il avait gagné la finale suisse, s'était envolé pour le Maroc pour la finale internationale de ma thèse 280 secondes. On peut encore l'applaudir.
Place à présent à notre prochain candidat qui travaille sur une thématique qui peut sembler plutôt vaste à premier abord. C'est l'univers avec Martin Pijnenburg. Et maintenant, je vous embarque avec moi dans l'univers lointain. Alors, je m'appelle Martin, j'ai 26 ans et je fais une thèse dans un thème passionnant qui s'appelle la cosmologie. J'étudie des signaux qui nous viennent de loin dans l'univers. J'utilise ces signaux pour essayer de un peu mieux comprendre l'univers dans lequel on évolue. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'aime beaucoup la transmission, qui est, je pense, un aspect important de notre travail en tant que scientifique. Le but de la science, c'est d'accroître quelque part les connaissances de la société. On ne peut pas faire ça en restant chacun dans notre coin, enfermé dans des laboratoires. Le fait de communiquer et de transmettre ça au grand public, c'est important. Moi, j'ai a priori pas forcément une personnalité qui est extrêmement extraverti, c'est un bon exercice, ça ne peut que être enrichissant. Si vous avez déjà regardé le ciel étoilé la nuit, vous vous êtes peut-être posé la question sur qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Peut-être que je peux vous apporter un petit élément d'information sur des signaux qui nous viennent de très loin dans l'univers. Et si vous arrivez à comprendre cette information, ce sera déjà réussi. Supposez que je vous distribue à tous une paire de lunettes de soleil. C'est pas grand-chose, mais en les portant, vous pourriez voir le monde un peu différemment. Par exemple, si elles ont des verres teintés en rouge, vous me verriez, moi, et tout ce qu'il y a autour, en version rouge. Et si en plus, les lunettes ont une correction optique adaptée à ma myopie, mais pas à votre vue, vous verriez les choses déformées, floues, en plus de les voir rouges. Et pourtant, vous auriez parfaitement conscience que ce que vous voyez ne correspond pas intrinsèquement à la réalité. Autrement dit que je ne suis ni difforme ni rouge, et si vous aviez un doute, vous pourriez toujours enlever les lunettes et vérifier. Dans ma thèse, je n'étudie pas les lunettes, mais plutôt certaines propriétés de l'univers. Et pour ça, je me base sur des signaux qu'on appelle ondes gravitationnelles. Les sources de ces signaux sont lointaines, dans d'autres galaxies. Vous pouvez les imaginer un peu comme des ampoules, situées à une distance astronomique, mais dont on est quand même capable de détecter la faible lueur. Et on pourrait se poser la question suivante. Étant donné que ces sortes d'ampoules sont bien trop loin pour qu'on aille les voir sur place, est-ce qu'on est sûr qu'on les observe vraiment telles qu'elles sont? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose situé entre elles et nous, comme une paire de lunettes géantes, qui ferait qu'on voit ces ampoules un peu différemment de ce qu'elles sont intrinsèquement? En fait, si l'univers était statique et vide, il n'y aurait rien. Rien qui pourrait altérer notre vision. Mais l'univers n'est ni statique ni vide. Il n'est pas statique, car on sait maintenant qu'il s'agrandit, et de plus en plus vite. La conséquence de ça peut surprendre. C'est qu'on perçoit les ondes gravitationnelles plus rouges que quand elles ont été émises. Et l'univers n'est pas vide non plus. Il contient des milliards de galaxies, de planètes, d'étoiles, et d'un composant au nom un peu mystérieux qu'on appelle la matière noire. Eh bien, dans ma thèse, j'ai calculé comment ces éléments nous font percevoir les ondes gravitationnelles non seulement plus rouges, mais aussi difformes. C'est comme si on les regardait à travers la paire de lunettes de tout à l'heure. Sauf qu'en l'occurrence, il n'y a pas de lunettes. On regarde juste à travers l'univers. Et c'est l'univers lui-même qui, de cette façon, nous laisse son empreinte sur les signaux qu'on reçoit. En observant cette empreinte, on peut ainsi acquérir de l'information sur le contenu de l'univers. Alors, je ne sais pas si vous avez vous-même déjà eu la chance de faire une fois un voyage magnifique qui peut-être vous a profondément marqué. Mais pour les ondes gravitationnelles, c'est le cas. Elles sont marquées pour toujours par leur voyage dans l'univers. Merci beaucoup. Merci Martin. Bravo, bravo. Belle prestation. Merci beaucoup. Et si on s'intéressait maintenant à la langue des signes en milieu médical, merci d'accueillir Bastien David. Il y a un manque d'interprètes en langue des signes en situation d'urgence, et si un avatar comblait ce vide? Je m'appelle Bastien David, je fais une thèse sur la traduction automatique du français vers la langue des signes de Suisse romande. J'avais vraiment aucun lien de départ, je me suis un jour dit
pourquoi pas m'y mettre, parce que je voyais des gens intéressants, mais avec qui je ne savais pas communiquer. J'ai commencé par des cours, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai lu beaucoup sur le sujet. J'ai adoré cet univers-là et maintenant je fais dans la traduction automatique. Je me suis intéressé à l'aventure Ma thèse en 180 secondes pour me challenger. Je reviens de loin étant donné que je suis un enfant qui bégait. J'avais des problèmes d'élocution quand j'étais plus jeune. C'était aussi très intéressant pour un doctorant comme moi de pouvoir vulgariser et mettre en avant ma recherche. Dans mon cas, m'intéresser avec une langue qui elle-même n'est pas forcément mise en valeur dans la traduction automatique. C'était une autre raison pour laquelle je me suis intéressé à ce concours. Merci beaucoup. Vous n'avez pas compris ce que je viens de signer? Et vous? C'est exactement ce que vivent des milliers de personnes sourdes qui utilisent la langue des signes au quotidien. Maintenant, imaginez ce sentiment d'exclusion à l'hôpital, face à un médecin, au moment où une bonne communication est essentielle, voire vitale. Prenons le cas de Jean. Un soir, il va au restaurant. Avec quelques amis, il s'amuse, il boit, il mange. Puis il décide de rentrer chez lui. Sur le chemin de retour, une douleur aiguë. Bon, Jean, évidemment, comme n'importe qui, il sait quoi faire. Il va aller aux urgences. Une fois sur site, il ne comprend pas les questions qu'on lui pose. Évidemment, il pourrait lire sur les lèvres de son intermédiaire, mais infirmiers et médecins portent tous un masque. De plus, Jean souhaiterait utiliser sa langue maternelle, la langue des signes. Mais malheureusement, à cette heure-ci, il n'y a ni interprète, ni médiateur. Rien. Alors que faire? Si ce n'est utiliser un outil de traduction instantanée. Un outil permettant aux médecins de pouvoir parler et d'avoir une interaction en langue des signes pour son patient. Dans le cas de ma thèse, il m'a été demandé de développer une version en langue des signes de Suisse romande. Pour cela, je me suis intéressé à l'animation virtuelle et aux avatars signants. À partir de vidéos signées par des experts de la langue des signes, j'en ai extrait des ressources linguistiques. Je les ai analysées, j'en ai produit des règles de traduction qui sont synchronisées et je les ai ensuite placées dans un générateur développé par mon département. Ce générateur a la capacité de pouvoir piloter un avatar sur des milliers de phrases. Cette ressource est finalement placée dans l'outil de traduction des hôpitaux de Genève. Grâce à mes études de terrain, à l'avenir, quand Jean se rendra aux urgences et qu'il n'y aura pas d'interprète, il aura la possibilité de pouvoir interagir avec son médecin. Celui-ci rentrera dans la salle de consultation avec son micro. Il parlera. Sur un écran, Jean pourra voir l'avatar signer ses paroles. En réponse, Jean utilisera des pictogrammes pour lui répondre ou des simples gestes. Grâce à cette solution, nous nous retrouvons face à une solution alternative quand il n'y a pas d'interprète. L'avatar devient ainsi l'allié du médecin, un compagnon virtuel pour des soins plus humains. Merci à tous, merci à toutes pour votre écoute. Merci Bastien, merci. Bravo. J'ai quelques notions en langue des signes, mais j'ai encore du chemin à faire en espérant ne pas finir aux urgences. À présent, si je vous dis physique quantique, eh bien, notre prochaine candidate en raffole, tout simplement, voici Margherita Melegari. Moi, ma passion, c'est la physique quantique. Je pense à ça tous les jours, tout le temps. Je suis Margherita Melegari, j'ai 29 ans et je suis ici pour partager la beauté de ma thèse et la beauté de ce sujet. J'ai découvert la beauté de la physique quantique en découvrant des matériaux qui s'appellent matériaux bidimensionnels, comme les graphènes par exemple. Je voulais trop étudier ça pour faire de ma passion mon travail aussi.
Je trouve qu'encore le domaine de la physique, c'est encore beaucoup loin de gens. Je voudrais vraiment, avec ma participation, en fait le grand public, ils connaissent plus en plus la physique même et surtout les matériaux quantiques. J'espère qu'avec ma thèse, vous pouvez en fait faire un pas en plus vers la beauté du monde de la physique quantique. Quand vous êtes aux toilettes, à quoi pensez-vous? Réseaux sociaux? Prochaines vacances? Peut-être à rien du tout, mais sûrement pas à la physique quantique des matériaux. Moi, si, tout le temps. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que derrière ces matériaux, il y a une véritable révolution scientifique en marche. Dans mon laboratoire, je travaille sur des matériaux ultra fins, parfois épais, de quelques atomes seulement. Ces matériaux ont des propriétés étonnantes, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste de les observer, c'est de les transformer. Et pour ça, j'ai un super pouvoir, un champ électrique 1000 fois plus puissant que la foudre. Grâce à une technique unique au monde, je peux reprogrammer l'architecture invisible de la matière, celle qui dicte comment les électrons se déplacent, interagissent, et donc comment les matériaux se comportent. En changeant cette structure, je donne aux matériaux des propriétés qu'ils n'étaient pas censés avoir. Imaginez un immeuble Lego où chaque brique est un atome et où les locataires sont les électrons. Si l'immeuble n'a ni escalier ni ascenseur, les électrons sont coincés au rez-de-chaussée, immobiles. C'est un isolant. Mais avec mon super pouvoir, je change les règles du jeu et j'ai fait apparaître un ascenseur. D'un coup, les électrons montent, circulent. Je transforme cet isolant en métal et ce n'est que le début. Il existe un matériau encore plus fascinant, les graphènes, une seule couche d'atomes de carbone. Moi, j'en empile deux, l'une sur l'autre, en construisant 2 étages d'un immeuble miniature. Ici, tout semble parfait. Escalier, ascenseur, mais il s'y cache un étage secret, invisible tant que rien ne bouge. Mais avec mon champ électrique, j'ouvre une porte cachée et derrière elle, un nouvel espace se dévoile où les électrons accélèrent, bifurquent. Je transforme donc ces graphènes métalliques en un matériau inédit avec des états quantiques encore jamais explorés. Et c'est là que tout devient puissant. Car l'électronique repose sur une chose, maîtriser les mouvements des électrons. Moi, je pousse ces contrôles à un niveau jamais atteint, en préparant les terrains pour une nouvelle génération de technologies, des processeurs ultra rapides ou même des ordinateurs quantiques révolutionnaires. Car en tant que physicienne, je ne me contente pas d'étudier la matière, je la manipule, je la transforme, je la réinvente. Alors, la prochaine fois que vous serez aux toilettes, peut-être que vous penserez à tout ça. Parce qu'après tout, les grandes idées naissent vraiment partout, surtout là où on s'y attend les moins. Bravo, bravo Margherita. Merci beaucoup pour cette prestation. Une question pour vous à présent. Avez-vous confiance en votre médecin? Eh bien, c'est l'objet de la recherche, de la thèse d'Iris Rivoire qui s'est intéressée aux relations de confiance avec le personnel médical. La notion de confiance, c'est très compliqué à définir. Aucun philosophe a réussi. Je ne vais pas me lancer dans ce jeu-là. Je m'appelle Iris Rivoire. Je voulais travailler à la base sur le pinkwashing, sauf que je me suis rendu compte que pour travailler sur le pinkwashing, je devais comprendre ce que c'était la réputation. Et en fait, pour comprendre tous les enjeux d'une réputation, on est obligé de comprendre ce que c'est la confiance et les relations de confiance. Du coup, je suis arrivée dans les relations de confiance un peu par hasard. Je ne pensais pas que je serais autant passionnée par ce sujet. Je parlais avec un collègue, on parlait de comment il communiquait avec sa fille et je lui avais dit que s'il utilisait un mot en verlan, ça marcherait bien et qu'il passerait pour un père cool. Il a fait la blague de « Ah, mais vu que tu parles bien, ce serait bien que tu fasses ma thèse en 180 secondes. » Et c'est le moment où ma directrice de thèse est entrée et a dit « Ah bah oui, faisons ça. » Et après, j'ai quand même fait le choix de m'inscrire. Ça me permet de pouvoir parler de ma thèse
en 3 minutes, d'avoir une excuse pour parler de ma thèse à mes amis, quitte à faire une thèse autant qu'il y ait au moins plus que 3 personnes qui la lisent. J'ai beaucoup de personnes qui pensent que tout mon sujet de thèse, c'est juste un chapitre. Et du coup, ce serait bien que mes amis connaissent mon sujet de thèse. Docteur, vous tenez des médocs et vous demandez de les avaler, vous le feriez. Même si c'est un docteur en philo, ce genre de questions, c'est un peu mon sujet de recherche. Plus exactement, je fais une analyse philosophique des relations de confiance pour ensuite appliquer mes résultats aux relations entre les patientex et les pros de santé. C'est un sujet important parce que quand une personne ne va pas avoir confiance envers le monde médical, elle ne va pas aller consulter, ou elle ne va pas donner les infos nécessaires pour établir un diagnostic, ou elle ne va pas suivre son traitement. Bref, son accès aux soins sera grandement limité. Mais pour comprendre ce qui peut coincer dans une relation de confiance entre patientex et pro de santé, il faut comprendre comment ça marche de manière générale. Du coup, la confiance, c'est comme un spectre. Pas dans le sens où ça vient vous hanter la nuit, mais dans le sens où d'un côté, on a la confiance, de l'autre, on a la méfiance. On peut plus ou moins faire confiance, on peut plus ou moins se méfier, et on peut être entre les deux, un peu dans un état de... Ensuite, quand on fait confiance, c'est à une personne pour une action dans un contexte. Par exemple, je fais confiance à ma généraliste pour me faire un vaccin lors de notre prochaine consultation. Mais je ne lui fais pas confiance pour me vacciner quand je la croise en soirée. Je ne lui fais pas confiance non plus pour me faire des crêpes. Enfin, quand on fait confiance à une personne, on pense que cette personne est digne de cette confiance. C'est-à-dire qu'elle va faire ce pourquoi on lui fait confiance, qu'elle va remplir nos attentes. Et c'est ça qui est hyper important pour les pros de santé. Savoir pour quelle action et dans quel contexte ils leur aient fait confiance afin de déterminer s'ils peuvent remplir les attentes de leur patientex et communiquer là-dessus afin d'éviter de pouvoir potentiellement entretenir de faux espoirs. Parce que ça peut endommager de ouf une relation de confiance. Mais du coup, comment on fait pour savoir ce qui est attendu des pros de santé ? On demande. Pour répondre à cette question, j'ai demandé à des personnes trans ce qu'elles attendaient des pros de santé. J'ai choisi de demander à des personnes trans parce que je ne pouvais pas le demander à tout le monde. Et puis, quand on parle des personnes trans dans la littérature, soit on parle de transition médicale, soit on parle de dépression et de suicide. Et on ne parle jamais du fait que, spoiler alerte, elles peuvent tomber malades. J'arrive gentiment à la fin de l'analyse de mes données et je peux vous partager 2 résultats aujourd'hui. Le premier, ce que les personnes trans attendent des pros de santé, c'est d'être soignées. Le deuxième, il existe de gros problèmes de confiance entre les pros de santé et les personnes trans. Mais en vrai, des gros problèmes de santé, voire des gros problèmes de confiance, voire de méfiance envers les pros de santé, tout le monde peut en avoir, surtout quand on subit une discrimination systémique. À la lumière de tout ça, dans la suite de ma thèse, je vais essayer de comprendre comment réparer ces relations de confiance endommagées. Parce que, mine de rien, sans confiance, il n'y a pas de soin. Et comprendre comment améliorer et favoriser les relations de confiance, c'est permettre à chaque personne d'avoir accès aux soins dont elle a besoin, ce qui est un peu le minimum qu'on peut attendre. Merci Iris, bravo, sur le gong à la seconde près, fabuleux, fabuleux. Et pour la dernière prestation de la soirée, place à la communication entre les cellules, un travail de Luis Hernandez. Savez-vous que les cellules de votre corps parlent entre elles? Hola, ¿qué tal? Moi, c'est Luis Hernandez, je viens du Venezuela. Je suis passionné par la biologie chimique, mais dans mes recherches, je développe des outils chimiques pour révéler un processus biologique très important pour la communication cellulaire. Ma thèse en 80 secondes est une opportunité excellente pour vulgariser mes idées scientifiques et surtout un défi personnel de présenter en français parce que ce n'est pas ma langue maternelle, mais apprendre à partager mes idées scientifiques dans une autre langue est une grande motivation. La langue ne doit être pas une barrière pour partager la science. Si vous êtes curieux comment vos cellules communiquent et comment la science peut révéler des processus invisibles dans la communication cellulaire, je vous invite à écouter mon présentation. Et
si je vous disais que vos cellules communiquent mieux que vos téléphones portables? Savez-vous qu'en ce moment, vos cellules échangent des messages pour coordonner leurs fonctions? Mais comment font-elles sans téléphone? En réalité, elles utilisent une antenne très spéciale à la surface de chaque cellule, le cil primaire. Cette antenne miniature capte les signaux de l'environnement et transmet des instructions à la cellule, comme un réseau téléphonique ultra sophistiqué. Mais attention, si cette antenne ne fonctionne pas correctement, le message ne passe plus. Résultat, des malformations ou des maladies du développement. Comme toute antenne, il nous faut une structure sur laquelle reposer. Dans notre cas, cette structure est composée de piliers microscopiques appelés microtubules. Mais pour que ces piliers deviennent une antenne fonctionnelle, la cellule doit les taguer. Oui, taguer. Et là, c'est tout un art. Trop ou pas assez de tags sur les microtubules, et le cil primaire devient instable, incapable de transmettre correctement les signaux. Mon rôle dans ma thèse, comprendre ce processus de tagging moléculaire pour mieux déchiffrer la communication cellulaire. Le principal tagueur de cette antenne est une enzyme spécifique. Elle agit comme un peintre en utilisant un pinceau pour ajouter un tag chimique sur les microtubules. Imaginez maintenant que nous puissions observer ce processus en temps réel dans des cellules vivantes. Si seulement la biologie est aussi simple. Mais non, les tags chimiques sont invisibles, comme si l'enzyme peignait en blanc sur du blanc. Heureusement, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Pour rendre ce processus visible, je combine la chimie et la biologie pour remplacer cette peinture invisible par une peinture fluorescente qui brille. Comment? J'ai conçu des pinceaux artificiels capables d'ajouter des tags fluorescents sur les microtubules. Et comme l'enzyme naturelle ne peut pas utiliser ce nouveau pinceau, j'ai conçu des versions modifiées de l'enzyme qui peuvent, elles, les utiliser. Et voilà, je suis là observé en direct un peintre au travail, illuminant les microtubules pendant qu'ils se transforment en antennes cellulaires. Un magnifique chef-d'œuvre. En développant ces outils de tags fluorescents, je révèle les coulisses de la modification des microtubules et son rôle essentiel dans la communication cellulaire, que ce soit en situation normale ou lors de maladies. Vous l'avez compris, je ne peins pas de tableaux, mais je crée les outils qui pourraient un jour transformer notre compréhension et garantir que vos cellules n'arrêtent jamais de communiquer. Bravo Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce qui était déjà la dernière prestation de cette soirée. Et le jury maintenant, il a la lourde tâche de définir son trio de tête. J'imagine que ce n'est pas la tâche la plus aisée à laquelle il a dû faire face. Et vous, cher public, chers téléspectateurs, vous avez encore quelques minutes pour voter pour ce fameux prix du public. Faites-le maintenant, car après, ce sera trop tard. Et avant de nous quitter, un court instant à nouveau pour vous aider dans votre choix. Revoyons les visages de nos finalistes, ainsi que leur intitulé de thèse. Ce soir, vous avez assisté aux présentations de Clément, les antibiotiques échouent et si les virus pouvaient nous sauver. Sveva, la distorsion du temps au fil du cosmos. Nicolas, la perception de l'environnement naturel en Suisse à travers les écrits personnels de 1750 à 1830. Raphaël, calcium, l'allié inattendu de vos défenses immunitaires. Céolane, se préparer à intervenir, c'est la base, se préparer à ressentir, c'est fondamental. Keiling, inégalité d'accès aux soins sous la couverture sanitaire universelle, une épidémie cachée. Martin, au travers des lunettes de l'univers. Bastien, aux urgences, mon médecin est un avatar signant. Margherita, manipuler la matière à l'échelle atomique, mon super pouvoir. Iris, faites-moi confiance, je suis presque docteur. Louis, taguer des antennes cellulaires pour révéler la communication entre les cellules.
Il ne vous reste que quelques minutes pour voter. À tout de suite, après une courte pause. De retour pour cette finale genevoise de ma thèse en 180 secondes dans une ambiance de feu ici à Uni-Dufour. Les 11 doctorants et doctorantes ont performé sur cette scène. Et maintenant, me direz-vous, eh bien, pendant que le jury continue de transpirer et de faire ses choix pour établir et déterminer son podium, laissez-moi vous annoncer que les votes du prix du public sont désormais clos. Et avant de découvrir qui vous avez plébiscité, laissez-moi vous faire une confidence. Je vous ai en quelque sorte menti. Après notre 11e candidat, je vous ai dit qu'il s'agissait de la dernière performance de la soirée. Or, pour la première fois, nous avons demandé à une personnalité de l'Université de Genève de se prêter à cet exercice particulier. Et pour pimenter le tout, ce ne sont pas 180 secondes, mais 120 secondes qui lui ont été accordées. Un reportage signé Martin Esposito. Je m'appelle Samia Ursmaino, je fais de la recherche en éthique biomédicale depuis pas mal de temps maintenant et on m'a demandé de me livrer à l'exercice de résumer un de mes projets de recherche en moins de 2 minutes, c'est ça ? Qui êtes-vous ? Quand on leur pose cette question, la plupart des personnes répondent avec une histoire. Et ce n'est pas seulement une anecdote, parce que d'une certaine façon, notre identité est faite d'histoires. D'histoires que nous racontons sur nous-mêmes, d'histoires que nous racontons les uns sur les autres. C'est quelque chose qu'on construit tous ensemble. Ces histoires, la maladie peut vraiment les mettre en danger, peut les mettre à mal. Vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin, un chapitre après l'autre, et tout à coup, bam, c'est comme le déraillement d'un train. Et ça peut demander beaucoup de travail de retrouver des rails, ça peut demander beaucoup de travail d'avoir de nouveau une histoire dont la maladie va être un chapitre, soit un chapitre du passé, soit un chapitre à partir de maintenant. Et malheureusement, dans ce travail, les systèmes de santé ne nous aident pas vraiment. Quand on arrive dans un hôpital, eh bien oui, on raconte des tas de choses sur nous-mêmes à des tas de professionnels de la santé, mais c'est en fait pas vraiment les parties de nous qu'on raconterait si on racontait qui on est. Et au cours d'une hospitalisation, notre histoire peut se perdre. Le projet de recherche que j'aimerais vous raconter, on est en train de le faire avec une équipe tessinoise. Il y a quelque temps, une équipe de chirurgie à Lugano a commencé à demander une autobiographie complètement optionnelle aux patients qui venaient pour une chirurgie élective. Ils leur ont donné 3-4 questions pour les guider dans cet exercice et ils les ont laissés libres de faire ou non cet exercice. La plupart des patients ont accepté avec gratitude et soulagement en fait, comme s'ils savaient à quel point une hospitalisation peut mettre à mal notre histoire. Et nous avons obtenu une autorisation pour analyser ces autobiographies, un échantillon de ces autobiographies, avec des outils qualitatifs et des outils littéraires. Et nous sommes en train d'apprendre une foule de choses sur ce que les patients confient quand ils confient leur histoire, qu'est-ce qu'ils attendent des professionnels lorsqu'ils se livrent à cet exercice et quel rôle ça joue dans la relation entre les professionnels et les patients. J'ai beaucoup aimé cet exercice. Il faut dire que j'ai eu beaucoup d'occasions de m'exercer au fil des années, et pas seulement pendant la crise pandémique en réalité, mais en fait à mes yeux c'est quelque chose de vraiment fondamental. Nous autres chercheurs, on doit être capables d'expliquer nos méthodes et nos résultats pour que ce soit accessible à tout le monde. D'abord parce que la connaissance doit appartenir à tout le monde, puis ensuite parce qu'à la fin, lorsque surtout on travaille comme moi dans une université financée par le public, eh bien, il s'agit d'expliquer aux contribuables, à nos employeurs en fait, à quoi sert leur argent. Et donc on doit pouvoir expliquer ce qu'on fait. C'est aussi un enjeu de démocratie dans nos sociétés qui dépendent de plus en plus de la science, de la technologie, de résultats de la recherche dans tous les domaines. On doit pouvoir être en mesure de comprendre de quoi il en retourne pour pouvoir être un citoyen informé. Et là, vraiment, la science a une part de responsabilité importante. Et voilà, on remercie Samia Urs qui s'est prêté à ce jeu particulier. On peut encore une fois l'applaudir. Alors le suspense est à son comble ici, à l'Université de Genève. Je vous propose
de débuter sans plus tarder cette remise de prix. Et commençons par le prix du public, celui ou celle que vous avez plébiscité. Pour le remettre, merci d'accueillir sur scène avec moi Denis Bilotte et Nando Lugimbul. Merci beaucoup. Prenez le sablier correspondant, ne vous trompez pas en venant. Prix du public. Tout est là, en un morceau. Magnifique, très bien. C'est celui-là, génial. Merci beaucoup, merci. Venez seulement. Merci à tous les deux d'être là. Denis Bilotte, je commence par vous. Vous êtes un habitué de cette finale genevoise. Peut-être quelque chose qui vous a marqué particulièrement ce soir ? Écoutez, il y a toujours une originalité extraordinaire dans toutes les prestations. Ça fait bientôt 10 ans qu'on organise ce concours. Et ce que je trouve absolument exceptionnel, c'est que chaque année, les candidates et candidats trouvent des nouveaux moyens de nous surprendre, de nous intéresser, de nous passionner, de nous convaincre de l'intérêt de ce qu'ils et elles font. Et ça, c'est toujours le même plaisir, c'est toujours le même bonheur de le découvrir. Vous avez raison de le souligner. Peut-être une deuxième question, ce prix du public, comment vous le placez par rapport à ceux du jury ? Est-il tout aussi important, voire plus important que... Plus important, je ne peux pas le dire, parce que évidemment, les 3 prix du jury permettent d'accéder à la finale suisse, le 22 de ce mois à Neuchâtel. Mais le prix du public, il est absolument fondamental, il est essentiel, parce que toute l'âme de ce concours, c'est précisément de présenter sa recherche, son travail devant une salle, devant des vraies personnes en direct ou à travers leur écran. Mais c'est ça, c'est ce contact-là que l'on recherche, qui est fondamental dans ce concours. Merci beaucoup, Denis. Et à vos côtés, Nando Lugimbul, venez vers moi. Vous êtes responsable du bureau de presse de l'université de Neuchâtel, tout sauf un hasard, puisque la finale suisse de ma thèse se tiendra le 22 mai dans votre université. Première question, est-ce que tout est prêt du côté de Neuchâtel ? On est fin prêt, on se réjouit de vous recevoir. Ce sera donc le 22 mai à 18h30 au cœur du campus d'Unilac à Neuchâtel, à l'université de Neuchâtel. À l'Aula des Jeunes Rives, on vous prépare plein de surprises, notamment viticoles, musicales. On se réjouit de vous recevoir. J'aimerais bien vous recevoir les 11 et vous le mériteriez tous parce que vos prestations ont été exceptionnelles. Bravo. Quelques magnifiques accroches originales. Bravo Genève. Neuchâtel, le 22 mai, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous le savez, et l'un des candidats qui a travaillé sur la littérature le sait déjà, mais Alexandre Dumas, qui avait voyagé à Neuchâtel notamment, avait dit que cette ville ressemblait à un joujou taillé dans du beurre. Et ben, Neuchâtel, en cette saison, c'est un joyau au bord du lac, avec une vue magnifique sur l'arc alpin. Donc on se réjouit de vous accueillir à cette occasion. Merci beaucoup, Nando. Ne perdons pas plus de temps. Denis, je vous laisse nous annoncer qui est le fameux ou la fameuse vainqueur. Le prix du public est attribué à Luis Eduardo Hernandez Ramirez. Luis Hernandez, on l'invite à nous rejoindre, visiblement très ému par cette victoire. Récupérez votre prix, Luis, félicitations. Félicitations. On peut l'applaudir, vous avez raison. Venez seulement, Luis. Wow, merci. Votre réaction à ce prix. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux et reconnaissant. Merci beaucoup, merci aux organisateurs pour cette belle opportunité de partager ma passion pour la science. Merci à mes amis pour l'encouragement et mon laboratoire pour son soutien. Et merci aussi surtout a mi famille vénézuélienne qui me regarde en ligne. Este premio es para ustedes, los amo, los quiero demasiado. Bravo. Encore un petit mot. Ce prix-là, c'était quoi ? C'était
Inattendu, un objectif, comment vous l'écriveriez? Pour moi, c'est tout, parce que je viens ici pour un défi personnel, pour juste apprendre la langue et apprendre à présenter en français. J'espère que tout le monde a aimé autant que moi présenter, parce que I gave you my all. Thank you very much. Merci beaucoup, Louise. Vous disiez défi personnel, défi réussi. Merci à tous les trois. Merci énormément pour ce prix du public attribué donc à Luis Hernandez. Passons maintenant au premier des 3 prix du jury décernés ce soir. Et pour remettre la 3e place de ce podium, accueillons Anne Veram et Sean Power. Voici le bon sablier. 3e place du jury. Alors en quelques mots, Anne, peut-être, expliquez-nous comment se sont passées ces délibérations. Alors en fait, ça se passe indépendamment de nous. On vote chacun indépendamment et puis la moyenne se fait. Et voilà, c'est les maths qui nous disent qui a gagné. Très bien. Sean Power, en 2 mots, vous discutez quand même avec vos collègues du jury ou pas du tout? Non, qu'à la fin, Absolument, on respecte les règles. Le souligner. Vous avez raison de le faire. Écoutez, on ne va pas faire durer le suspense plus que ça. Allez-y, Anne, dites-nous qui remporte la 3e place de ce prix du jury. Alors le lauréat est Iris Rivoire. Iris Rivoire. 3e place du jury décernée à Iris Rivoire. Venez seulement récupérer votre sablier. Bravo Iris, venez seulement. Réaction à chaud à ce prix. Le sablier, en fait, il dure 1 minute et pas 3 minutes. Mais il marche. Pardon. Il n'y a pas de souci. Ce prix-là, c'est quoi pour vous? Vous y attendez? C'était un objectif au fond de vous? Non, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à faire ce mois. Donc, ça va être sympa de rajouter un truc le 22 entre 3 présentations. Cette thèse, d'ailleurs, n'oublions pas, ici, 180 secondes pour vulgariser sa thèse. Mais vous, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Cette thèse, vous en êtes où? Oh mon Dieu, c'est pas une question qui se pose. J'en suis il faudrait peut-être que je soumette l'année prochaine, mais en même temps, dans le côté de... En fait, mon étude sur les relations de confiance avec les personnes trans, c'est très important, donc j'essaye d'obtenir des financements pour que ce soit plus important. Enfin, non, pas que ce soit plus important, mais pour qu'on fasse une étude à plus grande échelle. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3. Iris, l'aventure continue pour vous puisque vous rendrez à Neuchâtel le 22 mai. Un grand merci à tous les 3 et bravo pour ce prix encore une fois. Merci. Passons maintenant à la 2e place du podium du prix du jury. Et pour décerner ce prix, merci d'accueillir Stéphanie Jacquet et Marcelo Olareaga. La bonne enveloppe, venez seulement. C'est écrit tout petit, on reverra la police peut-être pour l'année prochaine. Stéphanie Jacquet, quel sentiment après cette soirée? Moi, j'ai adoré. C'était vraiment très intéressant d'avoir des sujets aussi variés, de voir la personnalité de chacune et de chacun. Moi, j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Est-ce que c'était dur pour vous d'établir un trio gagnant? Ah ouais, c'est vraiment difficile. Je trouvais... Et on ne se parlait pas entre nous parce qu'on était vraiment très concentrés. Revoir les points, est-ce que je lui mets plus, je lui mets moins. C'est difficile parce que moi, j'ai tout aimé pour certaines raisons, mais pas pour toutes les mêmes. Donc c'est difficile de se dire qu'il faut faire un choix. Marcelo, pour vous,
établir un podium. Comment c'était? Comment ça s'est Ils avaient passé? tous 18 points, c'était le maximum, donc c'est simple, c'était impossible de les départager. C'était encore plus difficile, on nous avait dit de ne pas parler entre nous, et j'avais Stéphanie à côté de moi, c'est très difficile de ne pas parler quand vous avez Stéphanie à côté de nous. Mais vous en êtes sortis? On est sortis, Très bien, je crois très qu'on bien. est arrivé. Écoutez, revenez à ma droite, à ma gauche, Stéphanie, et dites-nous qui remporte le deuxième prix. Le deuxième prix est remporté par Margherita Melegari. Margherita, qui nous rejoint à l'instant. Le public semble effectivement conquis et d'accord avec ce prix. Margherita, venez seulement. Deuxième place du jury. Alors, Merci beaucoup à tous, surtout à mes proches et mon superviseur qui sont là. Pour moi, c'était vraiment important de réussir à partager un petit peu de qu'est-ce qu'on fait tous les jours au laboratoire, surtout cette année qui c'est l'année quantique. Je voulais vraiment faire essayer et goûter un petit bout de matière quantique à tout le monde. Et c'était un exercice vraiment difficile pour moi, surtout parce que le français, c'est pas ma langue maternelle, mais deuxièmement parce que le sujet, c'est compliqué à expliquer avec des mots faciles. Mais j'ai réussi, apparemment j'ai réussi. Alors merci beaucoup pour tous les soutiens. C'était vraiment, je me suis vraiment amusée. Merci beaucoup. un petit mot encore. Vous avez parlé de cette barrière de la langue. Pour vous, est-ce que ça a été vraiment le point le plus dur et a posteriori, est-ce que vous trouvez que c'est un pari réussi? Oui, franchement, oui. Je crois que ces concours, il m'a vraiment appris surtout à écrire de belle manière les choses. Et deuxièmement, en fait, à apprendre vraiment un français plus haut, que je ne connaissais pas. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Et merci beaucoup à toute l'université qui a mis en place ça. Merci à vous, Margherita, et bravo encore. Bravo à tous les trois. Margherita Melegari, deuxième place du prix du jury. Et maintenant, le dernier prix, la première place de ce fameux prix du jury. Et on appelle Katinka Salzman qui vient donner ce prix. Katinka Salzman, on le rappelle, grande gagnante de l'édition 2024 avec ce même premier prix l'année dernière. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ma thèse en 180 secondes ne s'était pas arrêtée là pour vous, puisque vous avez décroché la deuxième place en finale suisse. Comment c'était? Très décevant. Pourquoi? Non, je rigole. C'était absolument fascinant de participer, d'aller en finale suisse. Mais oui, j'aurais bien voulu avoir le premier prix suisse, on va pas se mentir quand même. Hein. Et mais cela dit, c'était une aventure formidable. J'ai beaucoup appris à tous les niveaux. Tant au niveau de la communication, de la capacité à convaincre. Et puis je crois... La plus grande leçon, j'étais en train d'y réfléchir en fait aujourd'hui, je me disais c'est quoi la plus grande leçon que je retiens de cette formidable aventure de ma thèse en 180 secondes et je crois que c'est cette capacité à oser. Voilà. Magnifique. Alors écoutez, pendant que vous ouvrez cette enveloppe, sans en dévoiler le nom, je vais vite chercher le sablier, parce que évidemment, avec le prix, c'est mieux. Et je vous laisse nous révéler l'identité du gagnant ou de la gagnante de ce premier prix du jury. Oui, j'ai l'immense honneur de féliciter Bastien David. Katinka. Bastien David, venez seulement. Et pendant ce temps-là, on peut encore l'applaudir une fois très très fort.
Bastien David, premier prix du jury, réaction? Je suis content que tu aies appris à signer, merci. Je suis très heureux. J'ai encore du progrès. Un nouvel apprenant. Magnifique. C'est très émouvant de pouvoir mélanger les langues au cours d'une soirée. Je remercie vraiment mon groupe de travail, ma faculté, ma chère et tendre épouse, ma famille et toutes les personnes entendantes et sourdes qui sont ici ce soir. Merci. Je repense à votre portrait, Bastien. Vous avez mentionné le fait que vous bégayez, étant plus jeune. Premier prix du jury dans ma thèse en 180 secondes, un concours oratoire. Quel chemin? Le fait d'avoir porté un appareil dentaire, un double palais pendant des années dans mon enfance, d'avoir passé des mois à apprendre à articuler correctement. J'en parlerai très volontiers avec les personnes qui m'avaient beaucoup aidé à l'époque. Fabienne, salut, au passage. Mes parents qui m'ont beaucoup soutenu pour que je m'en sorte. Le fait de toujours travailler sur la langue et les années de théâtre aussi. Ouais. Et Bastien, un dernier mot maintenant. Il faudra aller chercher cette finale suisse. On se voit ensemble le 22 mai à Neuchâtel. Bravo, bravo Bastien. Merci, repartez avec votre trophée. On peut l'applaudir, Merci, merci Katinka, merci Bastien et bravo, bravo encore. Et voilà, le prix du public et les 3 lauréats et lauréates du prix du jury sont désormais connus. Tous 3 iront du côté de l'Université de Neuchâtel, on l'a dit, le 22 mai pour la finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Cet exercice passionnant continuera donc pour eux, alors que cette cérémonie-là, elle se termine. Un grand bravo encore à nos 11 finalistes, on peut les applaudir. Et merci à vous, cher public, pour vos applaudissements et à vous, téléspectateurs, d'avoir suivi ma thèse en 180 secondes. Merci aussi aux équipes de l'Université de Genève qui ont fait un boulot de dingue et aux équipes de Léman Bleu, évidemment, pour la réalisation de cette soirée exceptionnelle, qu'on se le dise. La recherche et les thèses reviennent très vite. À bientôt.